Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Bonjour, je vous invite à vous abonner, suivre et aimer Équipodcast sur nos plateformes de diffusion Twitch, Patreon, YouTube et Twitter, ou en compagnie de mes co-animateurs. On discute d'un large éventail de sujets au niveau provincial, national et international, sur des événements d'actualité, de politique, de divertissement, de sport ou tout autre sujet d'intérêt. Et nous allons tenter de le faire avec des faits vérifiés et vérifiables. Bien entendu, les opinions et commentaires exprimés par les invités ne représentent pas nécessairement mes opinions ou celles de l'équipe d'Équipodcast. Alors, bonsoir et bienvenue à Équipodcast de la semaine du 26 septembre. Avant tout, je tiens à remercier tous les gens qui nous encouragent sur YouTube, sur TikTok, sur toutes les autres plateformes. Tous les gains qu'on fait sont très appréciés. Tous vos commentaires sont lus, écoutés. On les prend. Puis bientôt, on va avoir plus de stock sur Patreon. On va vous inviter à nous rejoindre sur cette chaîne-là où il va y avoir du contenu personnel. Donc, j'annonce que Équipodcast va avoir 3 émissions spéciales dans le prochain mois actuellement. La semaine du 29 septembre, nous parlerons de solutions en lien avec l'autosuffisance. Et je vais vous inviter à commencer à vous poser des questions à partir de maintenant. Puis Yannick, si tu veux, c'est quoi mon accès à l'eau potable? C'est quoi mon accès à la nourriture? Admettons là, qu'on a un événement où la chaîne d'approvisionnement est brisé temporairement, brisée mis hors de 8 jours, service. admettons. Juste avant de partir un matin, ici, je suis venu tantôt un petit peu plus tôt parce qu'il n'y avait plus d'électricité à la maison. Il y a eu un bris de service. Bon, on fait quoi? Fait que, tu sais, là, j'en ai profité pour faire un live là, pour montrer où j'étais rendu avec le Wallatipi. Parce que ça, ça nécessitait pas l'électricité de la maison pour fonctionner. Mais sinon, c'est important de penser à ça, ces choses-là. Comment est-ce qu'on... D'ailleurs, au niveau là, de la sécurité civile, il est recommandé au Canada d'avoir un minimum de 3 jours de nourriture et d'eau potable à la maison. Donc, toutes les familles canadiennes devraient avoir un minimum de 3 jours de ration à la maison pour subvenir à un bris électrique. La crise du verglas, comment est-ce qu'il y a eu de problématiques qui ont été soulevées avec ça au niveau de la sécurité civile. C'est excellent. Ça, c'est super important. Puis là, on parle juste de sécurité en cas de bris. On ne parle pas d'autonomie encore. L'autonomie, là, on va vraiment beaucoup plus loin. Là, c'est-à-dire que il y a une coupure complète avec les services de la société courante, comme l'électricité ou l'eau courante, ces affaires-là. Oui, puis les gens, il faut qu'ils réalisent qu'à un moment donné, je parlais avec ma fille qui vit à Lévis, dans un sous-sol des beaux-parents, parfait. Puis là, j'y pose la question en fin de semaine, je dis, combien de temps vous pouvez vivre, mettons, 8 jours, là, sans avoir accès à rien? Mm-hmm. Là, elle dit, on a beaucoup de canage, beaucoup d'affaires. Je dis, avez-vous quelque chose pour chauffer autre que l'électricité? Mm-hmm. Non. Donc, c'est quoi l'énergie que vous avez pour chauffer, pour cuisiner? Un petit poêle au butane, tellement pratique que ça ne coûte rien. Tu peux avoir ça ou déjà là, apprendre des techniques de base de survie. Moi, je donne des cours de survie depuis plusieurs années là, en animation jeunesse. Là, ça fait quelques années que je n'ai pas fait, mais c'est encore dans moi. Puis c'est important d'avoir des bases de référence de survie, savoir qu'est-ce que je fais si je suis pris en forêt, c'est quoi ma priorité. Ou juste en milieu urbain, c'est un autre mode de survie. La trousse de survie en milieu urbain n'est pas du tout la même que si tu étais à Beijing. Mais tu parles de trousse de survie. Admettons qu'une personne prend des médicaments. Comment de Exact. temps tu peux avoir des médicaments? L'hygiène. Savez-vous comment ça prend d'eau par jour pour une personne pour qu'elle soit quand même pas pire?
C'est toutes les questions qu'on va Mm. soulever Mm. dans l'émission spéciale sur l'autosuffisance. Alors, on va vous inviter à écouter ça dans la semaine du 29 septembre, qui sera également, je vais travailler avec d'autres entités québécoises, faire des interviews cette semaine-là pour faire la semaine de l'autosuffisance et on va approcher et aborder tous ces sujets-là avec des spécialistes au Québec. Donc, puis l'autre émission spéciale, le 10 octobre, nous allons parler de l'aide à mourir étendue et encouragée par nos gouvernements, nos instances québécoises et canadiennes. On va, Yannick et moi, on va accueillir deux personnes qui vont nous aider à jaser puis à voir qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là. Et le 31 octobre, Yannick, je t'apprends que nous ferons notre première émission vraiment, vraiment live. En direct. Avec, Yes. avec une petite bière. Pourquoi? C'est quoi qu'il y a le 31 octobre? Ah, mon Dieu. Dis-moi pas qu'on va t'ouvrir de se costumer. Bon, ça va t'appartenir, mais de toute façon. Puis, on va parler Ça va de être trop drôle. toutes les théories du complot qui existent Non. en Un compagnie spécial de... Halloween complot. Ouais, un spécial Halloween complot en direct avec une bière. On va arriver édenté. Édenté. Avec une seringue dans l'œil. Donc, merci à Yannick et Janou d'être ici ce soir. Puis, fait qu'on y va avec le premier sujet de la soirée va être... on n'a pas le choix de revenir sur la deuxième tentative d'assassinat sur Trump suite au débat avec Harris. Et Yannick, on est-tu d'accord pour dire que ton opinion puis la mienne, ça vaut pas grand-chose? Mais C'est clair, là, on n'a pas grande influence sur Trump présentement. même l'opinion de Legault ne vaudrait pas grand-chose. Fait que je vois, tout le monde peut donner son opinion, sauf que là, on va ramener quelques faits puis passer après ça au sujet numéro 2. Avons-nous besoin des compagnies comme Rio Tinto, des alumineries, pour développer nos richesses en région? Sujet numéro 3. La théorie de l'humain piratable avec les développements de la compagnie Neuralink d'Elon Musk. Aïe, aïe, hein. Ensuite, nous allons parler brièvement d'un 4e député qui quitte la CAQ, Yuri Chassin. Que se passe-t-il au sein de la CAQ? Et sujet 5, les gouvernements canadiens et québécois financent Télésat à coût de 2,5 milliards pour envoyer des satellites canadiens, mais ça va se faire au Québec. Donc, on va en jaser aussi. Pendant qu'ils ont sorti ils ont remplacé le bras canadien par le slingshot canadien. Ils garochent ça dans l'espace, mon ami. Ben, ils devraient sortir le bras pour aller chercher la gang de... Non, mais pour aller chercher la gang de... Voyons comment ça s'appelle, Boeing, là, qui sont jammés. Ah, mon Dieu! Ils sont jammés dans l'espace en ce moment. Il est peut-être parti 8 jours, puis ils font un voyage de 8 mois. Je ne sais pas comment ça coûte par jour. Hein. Tabarnak, hein. Ensuite, on va parler brièvement également de la compagnie Relion pour assurer un réseau de recharge électrique fiable au Québec. Et sujet 7 et dernier sujet, en souhaitant se rendre là ce soir, Jordan Peterson, un psychanalyste reconnu mondialement, originaire de Toronto, qui fait face à une rééducation du collège ou de l'ordre des psychologues ou psychopathes, je ne sais plus quoi dire. Fait qu'on y va avec ça, mon Yannick. Yes! Trump, deuxième tentative d'assassinat suite au débat avec Kamala Harris. Ouais. Kamala. Alors... Comme elle est là. Comme elle est là, en effet. Fait que les médias gauchistes biaisés qui nourrissent la peur, est-ce que tu penses que... Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les médias gauchistes communistes biaisés ont eu un impact sur cette deuxième tentative d'assassinat-là? Ben, moi, si je peux me permettre, je peux commencer. Et même t'approcher de ton micro. Ah oui, hein, excusez. Ben, moi, je pense que, en tout cas, ce que j'ai entendu et lu, il disait que Trump prône la paix, puis il veut pas faire la guerre vraiment, puis c'est sûr que là, on dérange les démocrates parce que les autres, ça a l'air,
selon Idriss Aberkan, que tous ceux, le lobby au niveau des armes et tout ça, serait de leur côté. Donc, ça ne fait pas leur affaire. En faisant pas leur affaire, ben on essaie de, en sachant qu'on entend dire que Trump va revenir, donc ça ne fait pas leur affaire ça aussi. Donc, c'est pour ça que ça brasse pas mal. Donc, il est rendu à sa deuxième, mais moi, j'avais entendu même une troisième, mais en tout cas, dans les branches, dans d'autres médias que je suis. Mais la deuxième publiée plutôt. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Yannick, toi, qu'est-ce qui peut influencer une deuxième tentative d'assassinat sur Trump? Est-ce qu'on a un point... moi, je trouve que les médias, puis direct là, je pense que je vais faire une recherche live avec les gens. On va mettre ça à l'écran. On va aller ici... Ben, il y a Idriss Aberkan qui en parle. Là. On peut peut-être chercher sur YouTube. Non, pas ce soir. Ah, d'accord. Mais Trump threat to democracy. Boum. Ah ben là, tu vas voir Fait que là, les 5000 clips, tout pareil. Là. ce qu'on voit, c'est que les médias ont tabassé Trump is a threat to democracy. Trump, puis tous les médias, CNBC, The Guardian, Vox. Yes, it's still fair to call Trump a threat to democracy. But Trump put life in danger. En français, c'est tout le temps, il est extrêmement dangereux. Moi, personnellement, sachant si les gens font une recherche rapide, là, c'est pas de la lubie, c'est un fait que 75-80% des recherches sont biaisées de gauche. Et il dépeigne Trump vraiment pas bien. Écoute, sérieusement, je peux pas croire 2 attentats d'assassinat en 2 mois exactement, pas ça? C'est passé de 2 mois exactement. C'est anormal. Parce qu'on s'entend pour ça. C'est pas une opinion, c'est anormal. Il dérange, c'est un des présidents qui a fait le moins de guerre. Donc, le lobby de la guerre, c'est l'argent, puis l'argent fait tourner l'économie. Fait que là, ça dérange. Lui, il veut faire la guerre spatiale en passant. Mais l'idée, c'est que derrière tout ça, il y a tellement de... Moi, ma perception à moi de ça, là, c'est que je suis tombé la semaine passée là, sur des images vraiment... J'ai essayé de les récupérer tout à l'heure pour les amener pour les montrer au podcast, mais d'un côté, tu vois Donald Trump en super champion, puis America's greatest hero, puis là, c'est comme à la lutte, puis à côté, tu vois Kamala Harris avec le diable, puis tout. Puis de l'autre côté, c'est la même affaire. Trump, là, il est en diable, puis là, c'est le feu, puis la fourche, puis Kamala Harris a des ailes d'ange. Là, on est rendu à un débat off-scale. On n'est plus dans les Nixon, puis même, il n'a même pas été élu, mais bref, on n'est plus dans ces affaires-là de dire il y a un concours démocratique qui se produit, qui est standard par rapport à ce que le peuple, on va en parler tantôt, là, des choses extraordinaires là, qu'on ne sait pas, qu'on devrait savoir, mais c'est off-scale parce que c'est rendu presque une religion. Normalement, on pouvait se contenter de dire « Ah, OK, je ne suis pas d'accord, on peut avancer, puis on va s'organiser pour que l'État fonctionne. » Mais là, maintenant, c'est plus, puis Trump s'en vante d'ailleurs, il dit que je sois élu ou pas, là, il n'y aura pas l'agenda de la picouse. Il n'y aura pas toutes ces affaires-là. On va s'opposer à ça. Donc, techniquement, ils sont rendus idolâtrés, ces gens-là, d'une manière où c'est le bien ou le mal incarné. Fait que si t'es pas un ou l'autre, t'es contre. Il faut vraiment... Faut te faire... C'est un peu comme les sectes religieuses. Il faut te faire du mal parce que t'es Satan. Mais les attentats n'ont pas été sur les démocrates, ils ont été sur Trump spécifiquement absolument. 2 fois. Oui, donc absolument. là, l'individu dérange visiblement, il dérange une classe de la gauche solide. Mais sans Trump, les démocrates, ils n'ont plus la même... il n'y a pas personne qui peut remplacer cet individu-là par sa prestance. Il a été formé pour être là d'une certaine manière. Tout son parcours de vie est extraordinairement orienté vers le bling-bling, puis la répétition, puis le casting de tout ce qu'il faut qu'on dise pour la mise en scène de n'importe quoi. Mais il était dans la lutte. Ah ouais, écoute, avec il était très people. Il était très people. Un peu trop à mon goût par rapport à son vrai scale de ce qu'il veut, ce qu'il mange avec qui il mange dans la vraie vie, on va dire. Mais tu sais, moi, ce que je le vois, là, c'est que
dans mon analyse, ça fait quand même plusieurs années, j'étais un de ceux qui suivaient la campagne de Trump avec beaucoup d'assiduité là, lorsqu'il a gagné, en fait. 2016, 2020, 2016. Exact, oui, 2016. 2020, j'avais moins d'intention de le suivre parce que je m'étais comme campé derrière une idée du personnage, à savoir que lui-même jouait un rôle dans un grand scénario. Trump est avec Poutine pour faire l'économie, pour faire la paix, mais techniquement, il va avoir une guerre pareille. Il la prépare. Sa Space Army, il n'a pas inventé ça pour rien, lui, là. Lui, c'est son scénario qui s'est sorti dans ses cartes parce qu'il sait très bien qu'aux États-Unis, la politique américaine ne va pas de l'avant s'il n'y a pas le complexe militaro-industriel derrière pour l'appuyer. Ça prend des budgets militaires. C'est ces gens-là. Tout le monde aux États-Unis, le patriotisme, etc. C'est comme une espèce de sauce américaine des élections. Tu peux pas parler... Il y a juste Trump qui n'a pas fait de guerre depuis tous les présidents qui ont été là. Puis ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais en même temps, il s'est mis du monde avec lui. Le Space Army, encore une fois, quelque chose que la première armée de l'espace, tu sais, c'est quand même pas rien. Je pense qu'il y a au-dessus de 10 000 soldats cybernétiques là-dedans. C'est complètement off-scale. Puis les budgets Black Ops, il y a de plus en plus d'ex-agents militaires ou d'ex-agents de la CIA qui sortent des coulisses pour annoncer que ces budgets-là vont à des projets... Je trouve que tu t'éloignes du type de personnage qui veut assassiner Trump. Ah, OK, d'accord. Ça, ces gens-là, à la limite, je te dirais, ils font ça pour ce qu'ils conçoivent du bien de leur pays. On peut parler d'une certaine forme de fanatisme, là. Encore là, c'est peut-être des Manchurian candidates qu'on appelle, là, des gens qui sont programmés pour faire ça. Tu as sûrement entendu parler du syndrome du dérangement de Trump. Oui, absolument. Trump Derangement Syndrome. Oui, il y en a gros mais moi, ce que je vois, c'est, premièrement, j'aimerais ça le faire, l'apport médiatique sur Trump, qu'on soit n'importe où au Québec ici, là, j'écoutais 24-60, j'écoutais Radio-Canada. Non, il n'en parle pas. Non, un peu. Il en parle, mais il n'y a jamais rien de bon. Non, c'est ça. C'est négatif. C'est ça. Ils démonisent d'une certaine manière. Fait qu'ils font à la Fox. Bon, ça fait que ça nous amène à... Moi, j'ai sorti quelques faits, puis auparavant, je veux montrer aux gens quelques faits sur Harris, parce que le traitement, personnellement, ils ont assez traité de Trump. Là. Ils ont tout dit ce qu'il y avait à dire sur Trump suite au débat. OK? Ça fait que je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Kamala Harris. Alors, je vais amener les gens à voir un formulaire qu'elle a dû remplir en 2019. Vous pouvez le chercher, là, ACLU. Je ne me souviens plus exactement ce que ça veut dire, là, mais c'est un formulaire qu'elle a eu l'obligation de remplir lorsqu'elle s'est présentée comme vice-présidente américaine. Alors, voici quelques questions. Apurez-vous la décriminalisation de la consommation de drogue, comme le fait Trudeau ici au Canada, au niveau fédéral, de toutes les possessions à des fins personnelles? Elle a répondu oui. Et on sait qu'il y a une sérieuse crise de l'opioïde et tout ça aux États-Unis. Donc, la possession personnelle de drogue, pour elle, c'est oui, on décriminalise ça. C'était une de ses réponses. Vous engagerez-vous à défendre une loi offrant des voies équitables et réalisables vers la citoyenneté pour 11 millions d'immigrés sans papier? Oui. Puis la question qu'elle a répondu après, c'est assez incroyable. Vous engagerez-vous à mettre fin à l'utilisation des détentions des migrants de l'ICE? L'ICE, c'est l'entité qui est entre les lignes, les frontières américaines et mexicaines. Et là, elle a dit, oui, on va arrêter de détenir des migrants. Ça veut dire que des illégaux qui sont rentrés comme ça, ils vont être juste, on prend ton nom, vas-y, puis maintenant, on va te rappeler. C'est à peu près ça. Ensuite, la question suivante, un instant. On y va ici. Ça, c'est grave. Question. Vous engagez-vous à réduire la taille du système de détention des migrants d'au moins 75 %? Donc, là, admettons qu'ils ont 10 000 migrants en prison. Elle veut réduire ça de 75 %. On parle d'illégaux en passant ici. Hein. En réduisant le budget de détention, ça, c'est en 2019. Je rappelle aux gens, c'est en 2019. Donc, en 2019 déjà, avec Biden, elle disait, on va réduire le budget des agents frontaliers. Exact. On va préparer la crise. Mettre fin à la détention.
On ne sait pas si c'est des criminels, des terroristes. On met fin à la détention. On va s'enlever les moyens d'endiguer la crise. Et mettre fin à l'obligation pour les immigrants illégaux de déposer des cautionnements. Fait que il n'y avait plus besoin de rien en 2019 dans sa tête déjà. Il y avait mettre fin à l'incarcération injuste de milliers de personnes, diminution du financement des agents frontaliers, diriger les efforts visant à exhorter des comités de crédit du Sénat à réduire les fonds de détention. Bon, plus de prison pour les illégaux. Je me battrai également, moi, ça me fait capoter, hein, pour faire passer la réforme de l'immigration avec une voie d'accès à la citoyenneté. Hey, excuse-moi. Vas-tu voter pour moi si je te donne le droit, là, ici, les mêmes droits que tous les citoyens américains qui ont travaillé dur, là? Vas-tu voter pour les démocrates si je te dis que je te donne ça, là, puis il y a 11 millions de votes drette là, hein? Ben, c'est clair. Donc, ça, c'est Kamala Harris, encore une fois. On continue. Je fermerai également les centres de détention Ça me privés fait penser à d'immigrants. Parizeau, hein? Parizeau, quand il s'était fâché, te rappelles-tu de ça? Non. Au référendum, il est arrivé sur le stage avec son petit verre. Oui, Il oui, disait oui. faute à l'argent pour aux immigrants. Puis il avait raison. Mhm. Hey, les love boss qu'ils ont fait, toi, puis que venez-vous-en, on vous aime le Canada. Oh! Puis là, on Ouais. fait des câlins Jean géants. Chrétien, il avait oui, dépensé beaucoup d'argent pour pas que ça arrive. Ça, Ça. c'est dans le petit livre jaune, comment faire pour contrôler la population, qui explique ça, ces techniques-là de manigance. Ça. Il dit, tu vas avoir l'attention d'une classe de la population, puis eux autres, ils ont tout ça. Là, on est tous segmentés, nous autres. Comme Facebook, quand vous allez sur Facebook, les gens, là, ils vous classent par catégorie d'intérêt. Là. J'aime le jardinage, j'aime... Bon. Ben là, c'est ça. C'est la même affaire. Mais là, c'est par rapport à ce qui peut se retourner contre nous autres par rapport à nos caractéristiques. Comme là, je suis un immigrant. Ah, ben là, si je te donne cette nanane-là, tu vas voter. Oui, je suis un autochtone. Il faut dire autochtone maintenant. Ben là, on va te donner les yeux, le traitement pour les yeux, puis le traitement pour les dents gratuit. Puis de l'argent à toi et moi. Puis de l'argent, avec l'accord de la Bay James, ça lui donne 67 000 $ par année. Ça, là. Ben, c'est ça. Fait qu'on continue avec qu'est-ce que Kamala Harris, là, suite au débat. Qu'est-ce qu'elle a avant, en 2019, là, qu'est-ce qu'elle a pas fait? Allez-vous efforcer d'empêcher les États de fermer les prestataires d'avortement? Empêcher les États de fermer les prestataires d'avortement. Oui, ça veut dire qu'elle, là, en tant qu'État fédéral, elle dit, moi, je vais décider, ici, ça serait pour les provinces, mais dans ce cas-ci, ça va être, je décide pour les États. Vous engagez-vous à introduire un budget propre sans restriction de couverture de l'avortement? Oui, ça veut dire que les gens payent pour l'avortement, peu importe le mois, peu importe quand. L'abrogation de la loi AIDE, pas d'assurance pour l'avortement. Je veux dire que ça, c'est vrai qu'aux États-Unis, ça fait dur un peu, mais... Et l'obligation pour les États d'approuver au préalable toute nouvelle loi ou pratique qui restreint l'accès à l'avortement. Alors, elle avait dit en 2019, 0. Puis ça en a parlé au débat. Jusqu'à 9 mois que Trump a dit. Donc, elle avait écrit aucune restriction à l'accès à l'avortement. C'est écrit dans le questionnaire. Allez-vous exhorter le Congrès à adopter et s'engager à Each Woman Act, qui est lever les restrictions à la couverture de l'avortement, mettre fin à la politique d'ingérence dans la couverture d'avortement par l'assurance privée? Oui. Donc, c'est plus les assurances, c'est plus personne, ça devient l'État qui décide qu'il n'y a plus de restrictions au niveau de l'avortement. En tant que président, utilisez-vous votre pouvoir exécutif pour veiller à ce que les personnes transgenres, ça là, je suis tombé sur le derrière quand j'ai lu ça, je vous jure. Là, les gens, lisez bien ce qui est à l'écran. En tant que présidente, utiliserez-vous votre pouvoir exécutif pour veiller à ce que les personnes transgenres et non-binaires qui dépendent de l'État pour des soins médicaux, y compris les prisonniers, prison, les immigrants, auront un accès ou un traitement complet associé à la transition de genre, y compris tous les soins chirurgicaux nécessaires. Ça coûte la boulette. Oui. Et là, elle a écrit, c'est pourquoi, en tant que procureur général, j'ai poussé le département californien des services correctionnels de réadaptation à fournir une chirurgie de transition de genre aux détenus. Je soutiens les politiques qui veillent à ce que les prisonniers et les détenus fédéraux puissent obtenir des soins. Ils appellent ça un soin en passant. Changer de sexe, c'est rendu un soin. Ça me fait capoter. Nécessaire pour la transition de genre.
T'imagines-tu, Et toi, le chef de la mafia qui dit à sa petite gang, bon, ben, toi, puis toi, puis toi, vous allez devenir des belles petites filles, là. un petit dernier pour la route. Harris, je tiens à rappeler qu'elle supportait le Green Deal, qui était de tout mettre ça vert, puis de pétrole, puis c'était... ben là, elle vient d'annoncer là, dans son programme que là, elle voulait extraire le plus de pétrole possible des USA. Ça fait que c'est une autre girouette. Là-dessus, je veux te rajouter quelques points parce que là, ils sont encore tête à tête dans les sondages. Là. C'est kiff-kiff, c'est dans la marge d'erreur. Fait que c'est quoi l'objectif d'un débat? C'est quoi l'objectif d'un débat? Avez-vous une réponse à me donner? Parce que moi, je l'ai. Ben, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, là, si je vais rapidement, là, c'est... Pardon, on a ici l'exemple parfait là, d'un exercice de manipulation de masse. Le formulaire que tu nous as montré là, Daniel, c'est un formulaire d'exercice de manipulation de masse. Ça dit aux politiciens, parce que ça, si j'ai bien compris, c'est fait par les gens qui s'occupent des élections aux États-Unis. Qui acceptent les candidatures. Bon. Fait qu'eux autres, dans le fond, ils ont décidé qu'est-ce que les politiciens devaient présenter comme feuille de route politique. Ils ont décidé. Le politicien, lui, ne peut pas arriver et dire « Moi, là, ce ne sera pas une histoire d'avortement. Moi, je ne suis pas pour ou contre l'avortement. » Il ne peut pas dire ça. Moi, si j'étais politicien, j'irais aux États-Unis, moi, je dirais « Moi, je suis pour faire un débat sur l'avortement qui va prendre 4 ans. Puis qu'on va tout écouter tout le monde ce qu'il a à dire. On va mettre ça à la mode, on va, etc. Puis que là, après ça, on va décider, mais pas n'importe comment ou pour un coup de vent ou pour la peur. On va décider vraiment parce qu'on va avoir répondu à nos questions légitimes que nous, en tant que peuple, on s'est posées. Puis une fois qu'on va avoir répondu à ces questions-là, là, on va déterminer c'est quoi la loi par rapport à ça. Exemple, ben, si tu te fais violer, ben, tu as le droit de te faire avorter parce que c'est un enfant qui n'est pas désiré. Exemple. Mais si que tu tombes enceinte puis que là, ça fait déjà 2 fois que tu te fais avorter, ben là, c'est assez. T'sais, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. C'est une impression que je donne. Mais l'idée, c'est qu'une fois que le politicien qui, selon moi, serait un politicien rassembleur, poserait les questions sur les débats, là, on ferait de la démocratie. Là, ça, c'est plus de la démocratie. Là. Ça, c'est rendu un match de boxe, de lutte organisé d'avance. Je trouve ça très pertinent ce que tu dis. Donc, le but d'un débat, là, c'est de rassembler des partis qui tentent de convaincre un auditoire selon la validité de leur thèse. C'est ça la meilleure définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire. Là, c'est rassembler les partis qui tentent de convaincre un auditoire par rapport à la validité d'une thèse. Là, c'est juste je suis pour, je suis contre, mais ça n'a pas de réflexion derrière. Moi, je mettrais ma main au feu. Je vais terminer avec ça. Peut-être que oui, vas-y, mon ami. Jane veut dire de quoi, Genou veut dire de quoi. Moi, ce que je pense de tout ça, c'est que McKinsey a écrit les questions. Les questions viennent de quelqu'un de solide. Là. Et voilà. Parce que, tu sais, c'est comme les réponses? Ouais, les réponses, c'est les candidats, mais là, tu vois qu'ils écrivent les questions pour qu'un candidat sorte du lot en particulier. Oui, mais les réponses aussi sont écrites. Ouais, tu as bien raison. Hein. Oui, mais ça, c'est Harris qui a répondu les réponses. Oui, c'est quand même. Harris. Oui, mais c'est sûrement. Mais c'est les réponses qu'elle s'est fait dicter de dire pour gagner sa place. Tout comme n'importe qui. Là, je veux dire, ces gens-là sont briefés 40 heures pour parler 40 minutes. Là. Exactement. Ils ont sûrement des petites oreillettes ou des boucles d'oreilles qui fait Parce que ça fait des quoi dire. C'est ça, moi, qui me teure un peu le cœur quand on fait de l'analyse d'actualité au niveau de la politique, c'est qu'on les principaux analystes, même les gens qui passent à des émissions de réputation, ils vont toujours prendre en considération qu'il y a une démocratie qui existe encore. Puis ils vont baser leur analyse sur l'idée qu'il y a encore quelque chose qui existe pour un peuple, alors que c'est complètement désarticulé, la démocratie, présentement. Pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait une cohésion, il faut qu'il y ait une communication, puis je dirais même jusqu'à dire une communion entre les membres d'une communauté. D'une manière biologique, si on pourrait dire, comme un écosystème vivant. Là, la démocratie, c'est comme tout le monde est un peu un électron libre, puis il n'y a plus personne qui s'occupe du bien commun. C'est pas ça, la démocratie. La démocratie. Elle n'a plus d'incarnation. À part aller porter un petit papier une fois, ça finit là. Je vais finir avec des faits qui sont arrivés, puis je comprends que les gens, c'est sûr, ça a l'air être pro-Trump contre Harris, mais c'est pas la question, c'est parce que les contre-Trump sont surpopulés. Il y a juste de ça quasiment. Là. Ça fait que... Moi, je me pose une question.
pourquoi qu'on est revenu encore avec un débat avec Kamala Harris. Je vais en faire une petite joke. Je me suis retenue. C'est parce que je crois que les démocrates ont été un peu... on leur a fait un peu une jambette. Puis ils n'aiment pas trop la prestance de Trump et ses argumentations, qui fait qu'ils sont obligés de revenir avec un autre assassinat en plus. Donc, Ben non, là, ça c'est de l'opinion. Ça, tu crois que quelqu'un dans l'establishment dit, on t'a parlé du Manchurian Candidate, on fait ça, mais on ne peut rien prouver de ce qu'on dit là. Non, Et moi, je préfère aller dans les faits. Là, tu veux faire de l'opinion, on va en faire de la soirée. Moi, je pense que les tomates rouges, c'est pas beau. Oui, mais ça sort un peu dans les médias, qu'est-ce que je dis. C'est pour ça que... Je comprends ce que tu dis. Je comprends parfaitement ce que tu dis, mais les médias, la raison d'exister d'Équipodcast, c'est pour faire contrepoids aux insanités. Je vous le dis, là, si je travaillais juste là-dedans, je sortirais les insanités qui se disent à Radio-Canada, à TVA, à la radio de Montréal, sur le plateau, qui sont dans leur clic puis qui réfléchissent plus. Puis c'est de valeur, il y a du monde super intelligent là-dedans. Mais là, je vais en sortir, là. Puis c'est ça qu'on va y aller. Ben, les faits, là, c'est le suivant. Trump et Harris sont encore en tête à tête des sondages, là, les vrais sondages. Puis sais-tu quoi? Pour moi, un vrai sondage, là, c'est aller sur les Vegas odds. Quand je vais sur les gageurs de Vegas, là, eux autres, ils veulent faire de l'argent. Fait qu'ils donnent les vrais chiffres. Fait que... donc, Trump a été fact-checké par les animateurs plus de 5 fois pendant le débat. Harris, aucune fois. Harris a répondu à absolument aucune question. Ensuite, Harris n'a rien fait pour stopper plus de 20 millions d'immigrants illégaux alors qu'elle était au pouvoir depuis 4 ans avec Biden. Harris est contre la liberté d'expression, pour le contrôle des médias. En augmentant, Harris et Biden, ont augmenté les fonds pour la censure digitale avec Facebook, avec X, avec Twitter X dans le temps, etc. Et Harris a fait entrer plus de 20 000 Haïtiens en Ohio, dans la ville de Springfield, qui ont un statut spécial de réfugiés. Ça, c'est pas une lubie. Là. Je comprends que Trump, moi, je considère que Trump l'a super mal amené. Mais imaginez, Springfield, en Ohio, là, c'est 58 000 habitants. OK? Imagine une ville de 58 000 habitants qui arrive 20 000 personnes qui sont absolument pas acclimatées aux coutumes ni rien. Puis là, elle, là, dans son château puis dans sa tour d'ivoire, a dit « Je vais, au nom des Américains, je vais sauver les Haïtiens. » Puis là, elle les garoche dans une ville, puis les autres ne sont pas habitués, ils ont leurs coutumes. Là, Trump va dire « They eat your cats, they eat your pets. » Ben, ils mangent vos chats, ils mangent vos chiens, ils mangent vos... Rien que ça qui a fait la nouvelle, c'est terrible. Puis c'est là, ce qui arrive au bout de la ligne, c'est que, même si c'est vrai ce que dit Trump, c'est que c'est rendu ridicule. C'est ça qui fait la nouvelle. Puis ce genre de débat-là montre comment la politique en général, c'est triste, puis qu'on n'a plus de classe dans les débats. On a des extrêmes. Parce que, regarde, où est-ce qu'il est, là, où est-ce qu'il est le débat public, à savoir comment on accueille et qui on accueille et pourquoi on accueille. Puis ça, c'est facile à répondre, ces questions-là. Il faut juste que les intervenants aient le temps de se positionner. Après ça, le politique met en application. Là, c'est on n'accueille plus personne ou on accueille tout le monde. Puis si on n'accueille plus personne, là, c'est rendu extrêmement... Moi, de là 4 ans, on avait essayé de faire venir un ami ici. Il venait du Pakistan, là, c'était de l'Inde. C'était épouvantable. Les papiers, il fallait remplir. Ça prenait... Puis là, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils disaient qu'il allait probablement rester au pays. Le gars, c'était un investisseur dans l'immobilier. Il a voyagé partout dans la planète. Puis il était tellement fâché qu'il n'est jamais venu. Fait que l'accessibilité, de là quelques années, c'était hallucinant. Puis là, c'est rendu bar open au Canada tout d'un coup. Fait que oui, il y a des contre-coups de ça. Mais en même temps, comme tu disais tantôt, une différence de l'opinion et la politique. Là, la politique, elle a un effet sur nous autres. Puis l'effet qu'elle a, là, c'est que présentement, l'immigration qui nous touche, parce que c'est à nous autres de décider si on veut recevoir 20 000 personnes dans notre quartier demain matin. C'est nous autres qui restent dans le quartier. C'est pas Kamala Harris. Ça revient encore à ce qu'on parlait, je ne sais pas si c'était dans le dernier podcast ou un podcast précédent, les piqueries, les musulmans qui arrivent ici sont... Moi, là, excuse-moi, il y a une classe de musulmans ou d'islamistes qui sont extrémistes. Ils n'ont absolument pas les mêmes valeurs d'égalité que les Canadiens, les Québécois. Reconnu, fait que moi, avant qu'on me dise hey, on va amener dans ton petit patelin X nombre d'immigrants,
Mais je suis désolé, je veux être consulté. Mm. Puis je veux qu'il y ait des checkpoints. Ben oui. Si tu ne respectes pas nos us et coutumes, Mm. ben on va te renvoyer chez vous, mon Toto. Puis en même temps, aussi, je te dirais bien franchement, il y a une certaine forme de phase de... Admettons, toi, demain matin, on reçoit là, 500 nouvelles personnes ici dans ton village. Ensuite, en partant, tu tombes Minoritaire. en minoritaire. Ah oui, c'est clair. Mais admettons qu'on est obligé de le faire parce qu'il y a un cataclysme mondial du whatever. Ben, la première chose à faire, c'est bon, OK, c'est qui va venir nous voir? Puis là, il y a une espèce un peu comme quand tu commences une vie de couple, que là, il y a comme une manière de, OK, on va apprendre à se connaître, puis après ça, on va déménager ensemble, puis si ça va vraiment bien, ben, on fera une famille. T'sais. Il y a comme des étapes à suivre. Là, on les connaît pas. Comme à Hérouville, on en avait déjà parlé à cette époque-là. Eux autres, ces gens-là, ils étaient très apeurés des immigrants, probablement qui ont eu des témoignages qui étaient un peu épeurants de dire « Hey, ce monde-là sont fous, ils coupent la tête des femmes. » Puis ben, c'est ça qu'on voit là, sur les internets, là, un peu quand tu te promènes là, dans les catacombes de l'Internet, là, tu vois des décapitations en direct parce que la femme a... Bon, C'est vois-tu? chez son mari. Fait que, tu sais, faut d'un bord qu'on apprenne à savoir faire la différence entre un extrémiste puis un musulman bien clean, bien standard, qui fait sa petite job puis qui est fin. C'est du bon moment. Moi, j'en ai plein d'amis musulmans, ils sont super cool, ils n'ont jamais tué personne. Leurs femmes, ils n'ont pas le voile sur la tête puis ils te parlent au souper puis ils viennent rire. Puis... Et voilà. C'est aussi simple que ça. Puis, mais quand quelqu'un vient sur ma terre natale, Mm-hmm. ben moi, je dis, qu'est-ce qui arriverait si moi, je vais sur ta terre natale? Fait que là, on peut-tu dire qu'il y a une raison pour laquelle tu viens sur ma terre ici, là? C'est parce que ça doit être mieux un peu. Fait qu'à partir de là, il y a des petites choses. Tu vas suivre, puis tu vas respecter. J'ai demandé, il y avait un nouveau musulman à Quincaillerie la semaine passée, à Mistassini. Là, je disais, hey, salut mon pote. Il s'appelle, comment il s'appelait? Il s'appelait, en tout cas, Shazam, je sais plus trop. Il était bien fin. Fait que là, j'ose avec, puis je dis, ma fait t'es ici ce matin. Je lui dis, t'as Mistassini, man, c'est loin. Ah, ici, c'est plein d'opportunités. Fait qu'eux autres, ils se font dire dans le pays qu'ici, tout le monde est en train de mourir parce qu'ils sont vieux, puis qu'il y a une baisse démographique hallucinante, puis que là, c'est le Klondike qui a de la job épouvantable. C'est ça qui se fait dire dans son pays. Là. Ben, quand il arrive ici, puis supposons s'il va être préposé aux bénéficiaires, là, par exemple, puis ils ne réussissent pas leur test et les renvoient dans leur pays. Aussi, ouais. Fait que tu sais, il y a comme une espèce de... On gagnerait tellement à mettre ça clair, prendre le temps de se parler, de dire, nous autres, les immigrants, premièrement, c'est pas vrai que c'est fédéral. La décision d'être un immigrant, c'est local. Parce qu'on le parle, c'est nous autres, il faut qu'ils décident, c'est qui qu'on veut dans notre communauté, combien, puis à quel rythme. Tu sais, c'est à nous autres de décider ça. Fait qu'il y a une politique fédérale qui dit OK, tu as un passeport, faut que tu passes les tests, es-tu un prisonnier, machin, ça, c'est correct. Mais après ça va tout, tu vas t'en venir rester ici. Il y aurait beaucoup de place à l'amélioration. Personne, présentement, s'occupe de rien. Les immigrants vont n'importe où, ils s'organisent en ghetto, puis ils font ce qu'ils peuvent, puis ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas guidés, ils ne sont pas accueillis. Ils n'ont pas nécessairement d'intérêt plus que d'autres. Puis c'est un peu comme, ça me fait penser un peu comme aux États-Unis avec les trucs là, dans le temps de la course à l'or. Là, les gens, ils arrivaient un peu de n'importe où, puis une chabranche, puis il y avait le rêve dans la tête. Oui. C'est ça qu'il y avait dans les yeux. Youssef, qui s'appelait. C'est ça qu'il y avait dans les yeux, le petit Youssef. C'était comme Ce le que je rêve. retiens de ton discours, c'est, admettons qu'on prend, alors, on a des programmes, les partis arrivent avec des programmes électoraux. Mm-hmm. Puis c'est comme si que la démocratie n'existait pas avant quand ils rentrent. Nous autres, on va offrir ça. Mm-hmm. Mais j'aime ton discours, Yannick, parce que si, admettons, on s'en allait en politique, ce que moi, je ne ferais pas au niveau provincial ou fédéral, parce que je considère qu'il n'y a plus bien d'espoir de ce côté-là, mais en tout cas, ça appartient aux gens. Il va y avoir de la politique, mais différemment. Différemment. On va faire la politique différemment, mais ça serait d'arriver et de dire OK, sur telle question, je crois qu'il y a un débat nécessaire. Mm-hmm. Et cette question-là doit être un référendum ou quelque chose du genre. Là, on n'entend plus parler de référendum. C'est fini. Ils ont usé le mot. Ils l'ont usé. Puis le monde, à cette heure, en plus, il passe de travers dans la gorge avec la défaite qu'on a eue, qu'on sait très bien qu'il y a eu de l'arnaque en arrière de ça. Puis on aurait gagné en passant. Moi, je n'étais pas souverainiste. Hein. On aurait gagné. Moi, jamais j'aurais voté. Moi, je suis autonomiste. J'aurais jamais voté pour un chèque en blanc à ce gouvernement-là, à cette époque-là. Avec le coffre à outils. Puis
Non, mais calvaire. Il avait de l'air tellement désorganisé, mais foi du bon Dieu. Le gouvernement du Québec épouvantable. nous a jamais montré qu'il était capable de calculer. Ben. Puis Legault le fait de main de maître qui ne sait pas compter. Fait On que va en parler tantôt. C'est ça. Fait que c'est bon, écoute, ça a fait le tour pour. C'était deuxième tentative d'assassinat anormal. Moi, personnellement, pour ce que mon opinion vaut, je crois que c'est poussé par un narratif abusif des médias. Et en ce qui concerne le débat, le but du débat, c'est de faire pencher l'aiguille à gauche ou à droite. Dans ce cas-ci, c'est pas Taylor Swift avec son auditoire de 13 ans qui a fait pencher l'aiguille envers à gauche. Là. Ça fait que... Moi, je résumerai en disant il y a tellement de facteurs et de probabilités différentes à savoir pourquoi cet individu-là avait dans la tête d'assassiner Donald Trump que c'est impossible pour moi d'avoir une idée, à part des suppositions. Puis tout est possible. Écoute, ils ont des programmes avec MK Ultra. Ils ont mis des centaines de millions, des milliards. Tout est possible. Tout est Fait que, possible. ils n'ont pas mis ça dans le beurre, ces affaires-là. Là. Ils vont s'en servir, le petit joujou. Là. Bon. Mesdames et messieurs, là, je vais vous amener sur un terrain qui est très québécois. Mhm. C'est avons-nous besoin des compagnies comme Rio Tinto, les alumineries, pour exploiter nos richesses régionales? Et j'ai monté un petit dossier à l'aide de ce qui avait été publié dans différents médias au fil des années, depuis quelques années. Vous allez voir quand je vais mettre l'écran, qu'est-ce qu'il y en a. Le portrait que vous allez voir est un portrait vérifié, vérifiable et très réaliste. Alors, on va de l'avant. Ensuite, on pourra en discuter avec Yannick et Genoux. Le Québec, paradis fiscal des alumineries. Rio Tinto n'a... Ça, c'est Francis Veil, la presse. Rio Tinto n'a pratiquement pas payé d'impôts au gouvernement du Québec ces dernières années pour son secteur de l'aluminium. On est en 2022. Notre industrie de l'aluminium paie-t-elle sa juste part d'impôts? Donc, c'est ça la question qu'on se pose parce qu'ils viennent ici en région, au Saguenay et d'autres régions du Québec pour prendre nos richesses. Donc, est-ce qu'ils font leur part? Le ministre Pierre Fitzgibbon évoque l'idée de laver la vaisselle à minuit pour économiser, puis là, vous allez voir qu'est-ce qui suit, OK? En avons-nous pour notre argent avec l'entente de Rio Tinto? Donc, l'énergie électrique consommée par les alumineries au Québec, toutes les alumineries au Québec, OK, représente 20 de l'énergie d'Hydro-Québec. OK? Rio Tinto n'a pratiquement pas payé d'impôts au gouvernement du Québec ces dernières années. Ensuite, en ajoutant l'impôt versé au fédéral, on remarque que la facture globale représente seulement 4,1 des impôts mondiaux de l'entreprise pour l'aluminium. Et ils produisent 50 de l'aluminium mondial ici. Mais ils payent 4,1 des impôts mondiaux. Un petit débalancement. Il y a un sérieux débalancement. Et nous autres, il faut payer tout. Ouais. Le gouvernement, donc, la facture d'impôt sur les sociétés payées au gouvernement du Québec pour l'aluminium a été pratiquement nulle. Les impôts payés qui sont associés aux alumineries de Rio Tinto au Québec ont été de 16,3 millions US par année depuis 4 ans. Cette somme représente 4,1 des quelques 400 millions US d'impôts payés par Rio Tinto dans le monde. Okay, ils en payent 400 millions, ça, ils en payent 16,3. En moyenne, l'équivalent de 1,4 de leur revenu brut en impôts. Hey, serait-tu le fun un peu, les amis, si on payait 1,4 d'impôts? Rio Tinto, 3 fois moins, soit 0,4 de ces 3,7 milliards US de revenus. Donc, ils ont payé 0,4 sur ces 3,7 milliards de revenus tirés de l'aluminium du Québec spécifiquement, mesdames et messieurs. Les impôts payés au Québec et au fédéral en 2021 pour l'aluminium, 36 millions US, ne représentent plus de 7 du total mondial de Rio Tinto pour ce secteur, alors que, comme je disais, ils font 49 du total mondial d'aluminium. Comment expliquer ces faibles impôts, mesdames et messieurs, mes chers auditeurs? En gros, là, les quatre qu'on est dans le studio présentement, on a payé plus d'impôts que Rio Tinto, si je comprends bien. C'était justement ma question. Comment c'est que les autres ils ont des passe-droits? Bon, ben, en un premier temps, bénéficie de tarifs d'électricité fort avantageux d'Hydro-Québec.
Depuis 5 ans, les alumineries ont payé 4,2 cents le kilowatt-heure en moyenne, selon les documents publics, soit 15 de moins que ce qu'Hydro-Québec facture normalement aux grandes industries. Ça veut dire une économie de 190 millions par année pour les alumineries au Québec. Nos gouvernements, de surcroît, ont accordé à Rio Tinto le droit de produire sa propre électricité sur nos rivières et nos lacs du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une bouchée de pain. Cette disposition permet à la multinationale de disposer d'une énergie encore meilleur marché pour 90 de ses besoins. Donc, elle a l'énergie pratiquement gratuite, même plus. Ça vaut 190 millions que nous, les citoyens, on n'a pas. L'industrie a aussi obtenu des allocations lui permettant d'émettre des GES, des gaz à effet de serre, mon Dieu, sans payer de droits ou de taxes. 5 points sur... Hey, elle émet 5,4 millions de tonnes par année au Québec. 7 de tous les gaz à effet de serre est né au Québec. Okay? Bon, fait que là, moi, j'ai été chercher, c'est d'où que ça pourrait venir. Au Québec, l'industrie qui engage le plus de lobbyistes, c'est l'industrie de l'aluminium. 50 lobbyistes. Puis moi, je pense, ça, c'est mon commentaire à moi, voilà, qui dirige le Québec, Legault, Fitzgibbon, PQ, PLQ depuis des années avec Jean Charest. C'est le sponsor. Yep. Est-il possible que l'intense lobby pratiqué par l'industrie de l'aluminium depuis un demi-siècle, depuis 50 ans, a fait perdre aux politiciens le sens de la mesure? 50 personnes qui sont autorisées à tenter de persuader les ministres et hauts fonctionnaires du Québec, les hauts fonctionnaires qui ne perdent jamais leur job, des bienfaits de l'industrie de l'aluminium pour les quelques employés qui veulent se payer des gros pick-up. Une quinzaine de ministères et organismes sont ciblés, Finances, Environnement, Énergie, Hydro-Québec et bien sûr le premier ministre. Ces lobbyistes, des lobbyistes, ça a 2 mandats. Convaincre le gouvernement de continuer à fournir de l'énergie à bon prix et en quantité suffisante. Convaincre le gouvernement de continuer à permettre des GES gratuitement ou sinon les subventionner pour décarboner. Donc ici, ça vient de la presse, 50 lobbyistes. Rio Tinto, Alcan, 21, 11, 13, ça donne 50. On poursuit. Je suis désolé pour la longue introduction. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre fin au paradis fiscal de l'aluminium? C'est la question qu'on va se poser tantôt, Yannick et Janou. Des rabais de 190 millions par an aux alumineries. On poursuit. Tarif de 4,2 cents, 15 moins élevé, 5 cents le kilowattheure. En somme, depuis 5 ans, le partage de risque s'est avéré favorable aux alumineries et coûteux pour les contribuables. C'est nous autres qui avons payé parce qu'ils ont dit « Oh, l'aluminium ne se vend pas assez cher ». Le gouvernement du Québec leur a accordé des subventions déguisées. OK? C'est l'Halloween bientôt, hein? Tarif payé par les alumineries, ici, vous l'avez, là. Ça, ici, c'est la moyenne. Ça vient du journal La Presse. D'accord? Et c'est basé sur la puissance électrique pour chaque année. Hey. Ensuite, Rio Tinto bénéficie de conditions encore plus avantageuses étant productrice de sa propre énergie, redevance minime versée, moins d'1 dixième de cent de kilowattheure. Donc, il n'y a pas de redevance sur les barrages qu'ils ont fait ici, les 3 barrages qu'ils ont. Là. Mm-hmm. Il n'y a pas de redevance pour nous autres, les citoyens. 0. Ben, en fait, on dit 0. C'est des redevances qui sont redonnées aux municipalités. Là. À Péribonca, ils ont reçu un beau chèque, mais là, ils ont refait le musée Louis-Aymon, ces affaires-là. Ouais. C'est des choix. En tout cas, bref, ça leur appartient. C'est tout que des pinottes. Oui, c'est vraiment pas des gros montants. Puis à cette heure, qu'est-ce qui a été fait avec ça qui va vraiment consolider la région? Je ne sais pas. Mais bref, je ne suis pas au courant de toute leur planification. Là. On est 250 000 personnes à peu près au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 275 000, mettons. Alors là, ça, vous allez voir quelque chose d'assez solide. Rio Tinto produit l'équivalent de 11 de la production d'Hydro-Québec capable d'alimenter 1,1 million de maisons. Puis on nous demande de prendre notre douche la nuit. En décembre 2007, l'honorable Jean Charest a renouvelé ce contrat-là jusqu'en 2058 pour les citoyens. Hein? C'était pour le bien des citoyens, ça. Mais il pourrait aller en prison jusqu'en 2400 aussi, Jean Charest. Bon, maintenant, on poursuit avec le fameux projet AP60 qui est en construction en ce moment. OK? Ça vient du quotidien du 30 juillet 2024.
le projet AP60 Rio Tinto, en partie fabriqué en Chine et à Dubaï. Le gouvernement du Québec a versé dernièrement 140 millions de dollars sur un projet de 1,4 milliard pour construire des cuves Juste pour propres, ça. qu'ils disent. Tous les équipementiers et entrepreneurs de la région sont capables de construire une aluminerie du début à la fin. Et on a toutes les compétences. Mais ça, la mondialisation, là, c'est aller en Chine ou à Dubaï pour payer des gens 8 piastres de l'heure pour que ça coûte moins cher. Fait que au début, ils disaient c'est de l'aluminium vert, mais quand il faut que ça soit fabriqué par les petits Québécois, oh là, ça coûte plus cher. L'autre point, est-ce que c'est de l'énergie verte? De l'Amazonie au Québec, la face cachée de l'aluminium. L'enquête, en fait, une très belle enquête d'ailleurs, c'est de l'éco-blanchiment que Rio Tinto fait. François Legault et Pierre Fitzgibbon, lorsqu'ils étaient là, répétaient que l'aluminium du Québec, c'est le plus vert au monde. Ben, ça reste de la merde pareil. Rio Tinto et sa raffinerie de bauxite trônent au palmarès des 20 plus gros pollueurs du Québec. Elles se hissent au 3e rang des délinquants environnementaux de la province. Hey, ça, c'est Ils sont sur le podium. Et ils se sont inscrits au registre des contrevenants avec 2,1 millions de dollars en sanctions depuis 15 ans. Moi, je sais très bien que ces gens-là, ils savent calculer. C'est comme l'industrie pharmaceutique. Ils disent, on va faire 10 milliards de profits, ça va nous coûter 500 millions en amende. Fait que c'est un calcul profitable pareil. On va continuer à faire qu'est-ce qu'on fait. Pareil comme Google ou Big Pharma ou whatever. Eux autres, ça fait partie de le. Je suis sûr qu'ils sauvent à quelque part d'un perte. Ils sont tellement retoureux, c'est épouvantable. L'aluminium vert est un instrument de marketing. Donc, eux autres, ils disent, c'est le mot. Ils répètent ce mot-là. Absolument. Et les experts disent, l'éco-blanchiment, c'est quand une compagnie masque ses opérations polluantes avec une image éco-responsable qui trompe le public. Et le public est trompé grandement par Rio Tinto et par le gouvernement québécois et canadien. En l'absence de pénalités financières 17 ans plus tard, les émissions de Rio Tinto n'ont absolument pas changé malgré tout ce qu'ils disent. Il y a des déversements non déclarés aux autorités de boue rouge. Le respect de l'environnement est là juste pour bien paraître. C'est un écran de fumée. Et il y a des personnes qui ont vu plusieurs déversements toxiques au fil des ans. Et en décembre dernier, lorsque l'enquête a fait cette enquête-là, il y avait eu un autre déversement qui n'avait pas été dit. Hey. Alors, c'est à ça que ça ressemble. L'empreinte de Rio Tinto dans les forêts amazoniennes. C'est vraiment dégueulasse. C'est le poumon de la planète, puis on est en train de la détruire. Et voilà, très bien dit. Ça, c'est les gens de la place qui parlent. C'est la déforestation, c'est la mort, la pollution et c'est la dévaluation du territoire. Eux autres disent qu'il n'y a pas d'aluminium vert, il n'y a pas d'aluminium durable. C'est la dignité d'un peuple qui est violée. Quand il pleut, la crue des eaux charrie des... On est encore dans les forêts amazoniennes. La crue des eaux charrie des déchets et le ruisseau Agua Fria devient couleur bauxite. Hey, de la boue rouge, là, c'est de la solide, c'est du solide caca. On se créerait dans Avatar avec cette histoire-là. Et de Oui, nombreuses... je pensais justement ça. C'est complètement fou. Ouais, c'est très, très bonne, Je m'en très allais bon le comparatif. dire Ouais. avant qu'ils le disent. La tactique a toujours été la même, c'est le chantage des emplois. Donc, quand on arrive pour chialer, ils disent « Ah, vous allez perdre vos emplois au Lac-Saint-Jean. » Mais Ben, c'est ça. la question que je veux qu'on se pose aujourd'hui. C'est, admettons qu'on décide, on dit, on ferme Rio Tinto, OK? Mais par contre, là, nos barrages puis notre hydroélectricité, on va l'exploiter pour nous autres. Puis tantôt, on a bien vu le chiffre. Ça fournirait l'énergie pour 1,1 million de domiciles, cette énergie-là. C'est assez astronomiquement incroyable. Oui. Maintenant, avant que tu ailles plus loin, je veux juste, pour faire une passe à la palette à mon ami Yannick, puis à Janou, si elle veut en rajouter par la suite, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a déjà eu des chaînes coopératives. On a eu la CCS, la chaîne coopérative du Saguenay. Et je vais rapidement vous montrer ça ici, chaîne coopérative du Saguenay, qui, au plus fort de ses opérations, employait 800 personnes. OK? Ça a été fondé en 1949. Avec la création de cette entreprise, les animaux élevés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avant la création, ils devaient être transportés à l'extérieur. Après ça, on l'a fait ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 1980,
alors que l'économie était défavorable, la CCS se retrouve dans l'obligation de se départir de sa division forestière. Et en 1984, c'est au tour de la division des viandes de disparaître. Là-dessus, je n'ai pas pu finir ma recherche, mais je veux juste vous dire qu'il y a une conjoncture d'événements de centralisation de pouvoir. En 1972, il y a eu la création de l'UPA. Donc, le gouvernement a dit, mettez-nous juste une seule association pour représenter les agriculteurs. Mhm. OK? Fait que là, ça devient juste comme un syndicat. Il y en a un là, qui va, puis des fois, ils deviennent copains. En 1977, il y a eu la création du MAPAC, qui a mis des règlements extrêmement sévères pour le bien du peuple, pour pas qu'on meure. Avant ça, il n'y en avait pas bien qui mouraient là, de manger de la bonne viande bien faite, mais là, c'est ça qui est arrivé. Et en 1980, il y a eu la création et la centralisation du marché du lait au Québec. Et T'as oublié un cartel, ça, là, sur le sirop d'érable. ouais, ça en est un autre. C'est un autre sur le bleuet. Oui. Ça fait que Il y en a du tout. la chaîne coopérative du Saguenay avait 3 meuneries. Elle pouvait offrir la moulée à la grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis tout au long de son histoire, la chaîne coopérative a été associée à la coopération et à la qualité de ses produits ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est impossible d'avoir une entité, une chaîne coopérative qui utilisait les produits régionaux, qui transformait les produits régionaux et les faisait avec une grande qualité puis une collaboration, on gardait tout ça. La question, c'est est-ce qu'on a besoin d'entités comme Rio Tinto ou des alumineries dans les régions pour exploiter nos richesses puis pour vivre? C'est sûr que non. Ces gens-là, à quelque part, il n'y a jamais personne qui m'a prouvé que ces gens-là, pour eux autres, la population humaine avait une quelconque valeur. Que ce soit dans n'importe quelle façon, que ce soit dans leur méthode d'opération, OK, à part dans les milieux où c'est ultra syndiqué, là, ils ont des super grosses payes, là, ces gens-là sont respectés, mais d'une manière, c'est comme un extrême. Mais dans leurs opérations en tant que telles, on parle de redistribution de la richesse à la population, là. On peut parler de l'industrie forestière, que je connais encore beaucoup plus que l'industrie de l'aluminium. On a des gens comme Denis Trottier qui se sont battus pendant des décennies pour que les cotisations qui sont payées par les compagnies au gouvernement nous soient reversées. Okay, présentement, là, en retombée pour les coupes forestières, on parle il y a à peu près 3 à 7 de l'argent qui est versé par les compagnies, et ce qui n'est déjà pas un gros montant, qui est retourné aux régions pour qu'on puisse reboiser, s'occuper des feux de forêt, faire les opérations forestières pour les insectes, puis toutes ces affaires-là, puis s'occuper de gérer le territoire, les CAF, puis toutes ces affaires-là. Le reste d'argent, il va où? Mon Dieu Seigneur, hein? Faudrait. Ça nous prendrait un piton pour faire apparaître. Il va où l'argent, tabarnak? Il va où, hein? Puis là, ben, l'idée, à partir de ça, ces gens-là sont pas d'ici. Moi, je les vois personnellement comme des envahisseurs. Puis ça remonte à loin, là. J'ai fait à un moment donné la croisière sur le Saguenay, OK? Puis là, ils nous expliquent, là, la Société des 21, quand ils sont arrivés ici, ben, sacre bleu, ils étaient obligés de payer le H. Ça paye pour aller bûcher dans le bois. Notre bois. Oui, puis qu'après ça, il dravait, puis il mourait quasiment un homme sur 10 dans la rivière emporté par le dynamitage, puis ça fait de fou là. Ça n'a aucun bon sens. Puis il fallait qu'il paye pour ça. Il ramenait des salaires de misère. Ça, c'est quand il revenait en vie. Fait que, tu sais, ça n'a pas changé de mentalité. Pour eux autres, l'humain, c'est un rouage, c'est une mécanique. Un esclave. C'est un esclave, merci de le compléter, j'adhère à ça. Puis à partir de ce moment-là, ils vont nous utiliser tant aussi longtemps qu'on va baisser les chines, puis qu'on va dire, voici, mesdames et messieurs, vous pouvez piger dans nos fortunes, nos richesses naturelles. Mais où sont nos défenseurs? Hein? Où sont ceux qui sont supposés nous protéger, nous, les citoyens, qui habitons, qui donnons l'âme à ce territoire-là? Sans nous, il n'y aurait pas d'âme au territoire, il y aurait juste des épinettes. Puis 3 ou 4 castors, ça serait fini. Nous, on met la culture, on met la couleur, mais où sont ceux qui sont supposés nous défendre, puis de faire en sorte que les richesses qui nous appartiennent, qui font partie de notre patrimoine, parce que c'est nous qui le défendons, c'est nous qui le gérons, c'est nous qui vivons dans cette richesse-là, dans cette nature-là, c'est nous qui allons à la chasse, à la pêche, etc. Qu'est-ce qui se passe avec ces richesses-là? Pourquoi est-ce que l'argent est évacué comme ça? Déjà là, ça sent le poisson. Ça sent vraiment le poisson. Fait que
à la base, moi, je suis convaincu qu'un instrument coopératif, comme tu nous l'as démontré, est une solution extraordinaire, idéale, faite par des gens d'ici, pour des gens d'ici, puis les défenseurs, ça va être nous autres, parce qu'on va défendre nos intérêts, au lieu de se fier à des gens qui couchent à 50 heures d'avion de nous autres, puis qui en ont que dalle à cirer de ce qu'on vit en tant que famille, en tant que personnes qui sont préoccupées par briser la nature, etc. C'est pas eux autres qui souffrent de ça, là, les abus qui sont faits au niveau des richesses naturelles. C'est nous autres, les bénéficiaires directs de ça. Ils partent avec nos montagnes, ils partent avec nos poissons, ils partent avec notre eau, là. Ils n'ont pas fini, là. Là, tantôt, on va faire quoi avec nos nappes phréatiques? On va arriver pour pomper l'eau, mais il n'y en aura plus pour Bibi. Ils ne savent pas encore quoi faire avec la nappe rouge, là, le lac rouge. Ils ne savent pas du tout quoi faire. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est à 500 mètres, 500 pieds Complètement fou, des ça. maisons, des habitants. Ben oui. Et c'est un peu comme Nordvolt. Pas d'enquête du BAP, Ouais. pas de... Mais si tu fais brûler une cochonnerie dans ton feu de plastique, puis le voisin colle la chose de l'environnement, tu vas avoir un ticket. C'est ridicule. La conclusion qu'on aurait là-dessus, moi, personnellement, je crois qu'on n'a absolument pas besoin d'une entité comme Rio Tinto. Je crois qu'on a besoin de coopératives régionales. On a besoin aussi de chartes de valeurs qui accompagnent bravo. les coopératives. Parce que quand je regarde l'histoire de la chaîne coopérative du Saguenay, ils ont eu des idées de grandeur à un moment donné. Puis là, il y a des instances qui n'ont pas aimé ça. Fait qu'ils disent, hey, il faut centraliser, il faut mettre des règlements autour de ça. Mais quand il y a une belle charte de valeurs qui dit c'est pour le citoyen, pour les régions, Exact. pour maintenir les richesses locales et protéger les richesses locales, là, donc, coopérative, charte de valeurs. C'est la différence entre une confédération et une fédération. Hein. C'est qu'une confédération, tu gardes ta souveraineté, puis tu tripes avec les autres. Tu as une entente. Une fédération, tu perds une grosse partie de ton pouvoir décisionnel, puis tu le remets entre les mains de l'entité plus grande. De l'Empire. Oui, de l'Empire. Fait que ça, c'est l'erreur. Desjardins, ils ont fait ça. Puis les coopératives, nous autres, VGQ, on l'a organisé comme ça, empêcher. On a des actionnaires de catégorie B qui sont là pour défendre la charte, la Constitution, pour dire non, vous ne vous verserez pas des salaires, c'est pas vrai, là, ça n'a pas d'allure là, d'augmenter votre salaire à 1 million par année, le sacre bleu, là, tu vu fou. Tu sais, c'est pas une saine gestion. Fait que ça prend un système immunitaire, ça prend une charte des valeurs, comme tu le dis si bien, c'est extraordinaire. Puis avec ça, les Québécois, les Québécoises, les gens du monde entier, on reprend notre pouvoir, on dit ce qu'on a à dire. On dit, nous autres, on veut du monde qui nous dise la vérité, on veut du monde qui nous font pas peur, on veut du monde qui nous rassemble plutôt qu'il nous divise, puis on veut du monde qui sont en mode solution plutôt qu'en mode division, avec la polarisation des choses, puis des débats qui sont absolument stériles. Les gens ne se posent plus de questions, c'est à savoir, ah, t'es un diable, Ils veulent même plus réfléchir parce que t'es un diable. C'est stérile. Fait que ça suffit, ça, ces affaires-là. Là, il faut apprendre à reparler, il faut apprendre à se donner une valeur, à se donner un respect, puis à y aller dans justement la paix et puis le partage. C'est l'équilibre, dans le fond. Oui, Jay. Ben moi, je trouve que si on avait une compagnie comme Rio Tinto, puis c'est comment qu'ils gouvernent, c'est la gestion de ça, puis d'avoir un débat avec la population qui a le droit de rentrer dans ce genre de compagnie-là, puis de poser des questions, puis de donner un compte-rendu de ce qu'ils font avec cet argent-là. Puis de toute façon, un petit commentaire comme ça, ils n'ont pas besoin de payer d'impôts, c'est toutes nous autres qui la payent pour eux. Fait que c'est ça, là, je trouve que OK, on accepte des grosses compagnies comme ça, mais est-ce que le Québécois d'en bas qui fait vivre justement ces compagnies-là pourrait dire son mot, puis avoir du monde dans pour pouvoir discuter dans leurs réunions, là, quand ils font des réunions par rapport à tout ça? Là? Je t'entends, mais réalises-tu là, que Jean Charest a renouvelé leur bail d'électricité pendant encore, là, c'est encore, je sais pas, ça, c'est parce en que 50 ans, 2058, là, c'est ça. Mais ça, c'est parce qu'ils ont de l'argent en arrière de ça. Il y a une petite enveloppe brune, là, c'est sûr. Grosse. Une grosse, mais c'est pour être gentil que je dis ça. Mais dans le sens que c'est ça, là, c'est tout le temps, quand on analyse ça, nous, le peuple qui travaille pour ces grosses compagnies-là, en arrière de ça, ce qu'on voit, c'est que
c'est toujours le même scénario de l'Empire. C'est tout le temps ça. Puis dans les films, ils nous l'envoient, même le message en pleine face. Non, en effet, je trouve que le parallèle avec Avatar était excellent. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est bon. Moi, je veux inviter les gens là, à revisiter ce que j'ai montré. J'ai fait une longue introduction là-dessus parce que la presse, Radio-Canada et d'autres entités enquêtent. Le quotidien ici au Saguenay ont fait déjà dans le passé d'excellentes recherches et on a tous les éléments en place pour dire que ils prennent nos richesses et ils ne donnent pas les redevances. C'est pas normal de payer 4 d'impôts quand tu produis 50 de ton aluminium et que ce sont les plus grands pollueurs. Puis nous autres, on se fait dire de prendre notre douche le soir. Ça marche pas. Rio Tinto, les alumineries, c'est une technologie crottée. Ils ont des passe-droits comme Nordvolt qui va couper des arbres sans BAP, sans analyse, comme à Bécancour avec Nemaska Lithium, comme avec tous les projets industriels, comme bien des mines dans le nord du Québec qui drop l'huile dans les nappes phréatiques qui font rien de ce qu'on dit. Nous autres, on drop une goutte d'essence à terre, c'est l'enfer. Puis eux autres, ils ont tous des passe-droits puis on ferme les yeux sur ces choses-là. Donc... Je finirai avec un petite anecdote très rapidement. Oui. À Chambord, il y a une espèce de belvédère là, qu'on peut voir, magnifique point de vue sur le lac Saint-Jean, puis il explique un peu avec une série de tableaux, là, qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont fait le lac Saint-Jean, parce que c'est une grosse piscine artificielle, là, les amis, le lac Saint-Jean. Puis, mais il y a une histoire quand même assez tragique en arrière de ça, parce que les colons de l'époque qui s'étaient installés puis qui avaient défriché à la main, d'accord? Alors, imaginez-vous défricher à la main un lot de terre, d'accord? Ça peut prendre plusieurs années de douleur intense, OK? Puis là, ils ont décidé de raser ça puis de dire, tiens, les amis, on vous évince de vos lots de terre si durement gagnés. Puis je pense qu'ils lui ont donné 100$ dans le temps. Une affaire de même, c'est marqué ces pancartes. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais scandalisé de voir jusqu'à quel point ces gens-là avaient du mépris pour les colonisateurs de l'époque. J'invite les gens à aller. Ça, c'est l'Office national du film, le combat d'Onésime Tremblay, qui explique comment ils ont inondé le lac Saint-Jean. Merci Daniel. Puis c'est ça, fait que tu sais, c'est une autre preuve de leur comportement, puis de qu'est-ce qu'ils ont à cœur. Tu sais, c'est quoi leur valeur? Tu peux vouloir faire un projet de grandeur, mais comment le fais-tu? Ça va démontrer le cœur que tu as, avec le respect que tu as pour les gens, puis l'équipe, comment tu vas traiter, tout ça. Fait que on reconnaît l'arbre. À ses fruits. Merci. Parfait. On y va avec le sujet numéro 3. Théorie de l'humain pératable. Je vous montre rapidement un autre petit dossier que j'ai monté. Et je vais vous dire c'est quoi qui m'a fait monter. J'ai vu un reportage où IKEA payait des gens à travailler virtuellement. Je ne vous ouvrirai pas le lien. Il est ici. Vous pouvez peser sur pause puis aller le chercher au pire aller. Mais je vais ouvrir celui-ci. Yannick, je me suis mal préparé. Nom de Dieu, excusez-moi. Ah, t'as eu un gros fin de semaine là, avec le tournoi de balle puis tout, là. Exact. Donc, D'autres, on avait à Sonothérapie au Festival Équilibre, d'ailleurs, qu'on remercie et on félicite les gens du Festival Équilibre. C'était génial, le festival de pleine conscience. Ouais, ça a fait vraiment du bien. Ouf! Ça fait partie des solutions, les amis. Là. C'est vraiment, vraiment recommandé par votre docteur national. Un moment pour soi. En vivre le moment présent, c'est pour ça. J'arrive. Alors, Neuralink, ben donc, payer des gens à jouer virtuellement, à magasiner. Et lorsque j'ai vu ce que ces gens faisaient là, ben, je me suis dit, écoute, ça serait possible. Là, ils pratiquent des gens à magasiner virtuellement. Mm-hmm. Ensuite, tu as Elon Musk avec Neuralink qui dit on va être capable de downloader le cerveau d'une personne dans une clé USB, je ne sais pas trop comment dire ça, dans un cerveau... Positronique. Ouais. Puis là, tout est piratable. Oui. Donc, ce qui arrive, tantôt, je vais le retrouver probablement. Je m'en excuse, choix, mais je vais vous montrer... tantôt, je vais le trouver, ce ne sera pas long, mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a.
Neuralink, ça, je vais vous montrer tout à l'heure de 2 minutes à 2 minutes 45, la petite vidéo, là, ce sera pas long. Mais Neuralink, comment le cerveau humain va télécharger directement depuis un ordinateur? Et le hacking du cerveau humain passera par les interfaces de programmation applicables. Comme dans la matrice. Donc, en janvier dernier, la première puce Neuralink a été implantée dans un cerveau humain de la compagnie d'Elon Musk. Être transhumain, augmenté jusque dans ses réflexions et sans penser par la digitale, la muraille qui sanctuarisait le cerveau humain, son âme, pour certains autres, vient de tomber. Donc, on est capable d'aller dans les plus profonds recoins du cerveau des gens. Et il semble évident que le risque du hacking du cerveau s'annonce très plausible. Hacker le humain, c'est ce qu'annonçait un spécialiste que je vous invite à aller voir, Laurent Alexandre, aux Assises de la sécurité de Monaco. En 2014, cet homme-là faisait la prédiction. C'est cette barrière qui tombe avec Neuralink, et écoutez bien là, et lisez bien, qui souvent, sous le couvert de bienfaits pour l'humanité, il y a des dégénérescences, des malformations. Ah ben oui, ils vont dire ça. Hein. Va supprimer la complexité des interfaces de programmation de l'humain. La grande différence entre Neuralink et les interfaces existantes, c'est qu'elles touchent directement le cerveau et dans tous les sens. C'est important. Ça peut être in et out. Mais c'est ça, les API. Moi, je suis programmeur d'API. Puis, je peux te dire que quand tu es capable d'avoir un API sur quelque chose, tu as de la pogne en tabarnak. Puis là, ça peut être attirant de dire « Hey, moi, là, j'aimerais ça que tu me fasses une plug en dedans de mon cerveau. » Marcher avec ma montre, marcher avec mon... Mais là, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, la personne perd une portion de sa sécurité, de son indépendance, de sa souveraineté. Et ces sujets-là, en ce moment, ne sont pas discutés. C'est comme si qu'on allait... on va de l'avant avec ces inventions-là sans en discuter intelligemment. Moi, j'aimerais ça. Ben, ça me fait... moi, ça fait plusieurs années que je lis là-dessus, puis j'en ai parlé avec plusieurs adultes, adolescents de ces sujets-là. Puis, ça se fait déjà dans les armées, hein. Ils font déjà des surhumains pour aller se battre puis aller dans des missions un peu particulières là, que je ne parlerai pas ici. Puis, parce que justement, pour augmenter la capacité humaine et l'intelligence humaine pour pouvoir acquérir certaines missions militaires, ils n'ont pas le choix parce que c'est assez poussé. Puis, ils ont fait déjà beaucoup de tests sur... dans certains pays, avec des puces qui mettent pour augmenter l'intelligence de l'humanité parce qu'ils disent que l'humanité ne va pas suivre, puis il faut qu'ils suivent, fait qu'il faut qu'on les augmente pour qu'ils soient plus malléables. Donc, dans le fond, moi, si je fais une analyse de ça, parce qu'ils en parlent beaucoup encore dans les films de science-fiction que je parlais avec certains adolescents à l'époque, que les films de science-fiction ont une certaine... une portée, mais vérité, mais avec la fiction, hein, parce que ça dit science-fiction. Mais il y a une certaine vérité quand tu cherches, puis tu vas trouver dans des endroits scientifiques, puis qui parlent justement de l'humain augmenté, là, qu'on appelle dans ce que je lisais. Puis, fait que ça fait peur, mais tout ça, moi, je trouve, c'est comme on fait perdre l'âme de l'humanité. Dans le fond, on a chacun un âme, puis on a chacun une intelligence du cœur qui fait que toutes ces bidules ordinateurs et tout ça, mais ça nous enlève une certaine intelligence du cœur, une certaine divinité en soi. Mais je t'entends, toi, mais il faut admettre que c'est très attrayant pour des gens qui veulent s'augmenter, justement, qui sont insatisfaits, puis ça va à travers une éducation. Mais c'est un peu la tentation du diable. Ah, je t'offre ce plateau et je t'offre ça, et qu'est-ce que t'en fais? Ça, c'est si tu crois au diable. Et je vous amène à voir, mais écoute, moi, ça n'arrivera jamais dans mon cas, mais je veux que les gens fassent leur propre opinion. Alors, on va regarder le bout de a body of electrodes which are able to monitor brain function. It's not entirely clear at this time how far along the technology is. C'est ça que je fais, moi, dans ma journée. But eventually, Neuralace should enable humans to upload or download information directly from a computer.
Just like Neo from The Matrix, in a matter of minutes, you too could proclaim, I know Kung Fu. Ouais, mon Dieu. Show me. In order to Show me. insert Neuralace, a tiny needle which contains a rolled-up mesh is placed inside the skull, whereby the mesh is then injected. The mesh unravels upon injection, encompassing the brain. Gradually, the Neuralace will integrate itself with the human brain, creating the perfect symbiosis between man and machine. Alors, C'est un choix, hein? voilà. Yannick, on a vu la petite vidéo de Neuralinks. Là, ça vient, ça, de la compagnie. Hein. Écoutez, l'augment augmenté, c'est très, très attrayant, mais moi, je vois ça, la possibilité de prostituer son cerveau. Imaginez dans un futur non lointain, une personne qui dirait moi, j'ai des capacités physiques supérieures à la tienne, donc tu vas venir te connecter à mon cerveau et tu vivras ce que tu veux avec mon corps. Ça, c'est... on y va dans le... Bon, bref. Je vais y aller, moi, en commençant en disant que c'est un cadeau empoisonné, premièrement. Tout ce qu'on voit là, dans l'humain piratage, ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus. Il y a des gens présentement qui font des fortunes à développer des technologies qui appellent les brain tech, là, la Silicon Valley. Les gens, là, ils ont vraiment... ça fait des années qu'ils sont capables de télécharger des bouts de conscience. Là, ils téléchargent des bouts de conscience, mais à quelque part, moi, selon ma perception et ma connaissance d'un ordinateur, ça ne sera jamais de l'intelligence, ça ne sera jamais de la conscience, ça va toujours rester des données compilées. D'accord? Parce que, pourquoi c'est un cadeau empoisonné, c'est que, je vais donner juste un exemple bien simple, là, OK? Que vous croyez à ça ou pas, les amis, c'est pas grave. Là. Mais moi, j'arrive d'un festival en fin de semaine, ça s'appelait le Festival Équilibre, OK? Là, il y avait une madame, elle donnait des conférences. Elle avait quoi? Elle avait, Marie-Hélène, elle avait peut-être 35, 40 ans. Genre. 40. Là, elle raconte sa vie, puis elle dit, moi, à 19 ans, je suis parti en Espagne. Je n'avais jamais été à Québec. Elle dit, je viens de Jonquière. Puis elle dit, là-bas, elle dit, après ça, j'étais allé aux Indes. Après ça, elle vivait une vie harmonieuse, saine, à parler avec découvert l'Ayurveda, le yoga, toutes sortes d'affaires. Puis à l'âge de 24 ans ou quelque chose comme ça, là, elle dit, tout d'un coup, elle dit, j'ai eu un déblocage. Elle s'est fait crisser une cartime. Check bien ce que ça fait un cerveau d'être humain, Daniel J-Côté, quand c'est rendu à son plein potentiel. Elle rentre, elle te regarde dans les yeux, puis elle voit tous tes corps. Elle voit les 7 niveaux de tes corps. C'est peut-être ce qu'elle prétend. Moi, elle peut prétendre ce que je veux, je vois rien. Attention, c'est démontré maintenant. Oui, mais je veux dire, il faudrait qu'elle me dise de quoi. Moi, là, tu me dis, elle voit mon corps. Elle peut dire, hey, je vois, tu as 28 corps autour de toi, mais moi, je suis pas capable de les voir. Fait qu'elle peut dire ce qu'elle veut. Là. On a des instruments qui sont capables de les démontrer maintenant, là, depuis plusieurs années. Là. Il va falloir que tu me montres ça, Yannick. Absolument, je vais t'amener un dossier là-dessus. Je suis un sérieux Thomas dans ce district. Ben, j'ai même un des co-fondateurs de VGQ, M. Adams, que lui, c'est un spécialiste en mécatronique qui a développé, en fait, c'est son doctorat. Et il fait une machine qui perçoit les humeurs des plantes avec les caméras qui perçoivent l'aura. C'est assez spécial, là, parce que la technologie, jusqu'à une certaine manière, on a développé beaucoup l'acuité, de la précision des capteurs, puis les champs de spectre, étant donné que tout est énergie, on est capable maintenant d'aller chercher des capteurs, des spectres élargis très pointus. Fait qu'à partir de ce moment-là, il y a des preuves, hors de tout doute. Ça me fait plaisir de te les fournir puis d'avoir une émission spéciale là-dessus. On va appeler ça l'émission sur le quantique. Je suis en train de la préparer. Puis l'idée, c'est que c'est carrément un piège empoisonné, les amis, parce qu'Adam, regardez, elle a accès aux archives akashiques, elle est capable de voir dans vos vies antérieures, elle est capable de voir tout ce que vous avez vécu dans la semaine, dans l'année, dans votre enfance, elle est capable de voir les souvenirs. Elle a juste à poser la question, puis elle rouvre, puis elle rentre dedans, puis elle voit l'information. Les militaires engagent les gens Tu poses une comme question à cette dame-là, puis elle va te donner une réponse claire comme de l'eau de roche et limpide. OK? Puis ça, c'est pas un cas unique. Là. Tu t'en vas aux Indes, là, du monde de même, là, ça pleut. Là. Puis c'est juste une question d'être capable de se brancher à notre iOS à nous autres, à notre interface à nous autres, à nos applications à nous autres. On a tous la capacité de clair sentir les choses, d'avoir des intuitions. L'ordinateur, quand est-ce qu'il va vous fournir une intuition? Never. Pensez-y pas. On a tous la capacité de prédire ou de pressentir un futur. On peut même faire du Wi-Fi avec les gens qu'on est proche d'eux.
À force de vivre avec eux, on devient qu'on développe une certaine forme de télépathie, etc. Bon, bref, il y a toutes sortes de capacités humaines qui ont été cachées, d'accord, dans les universités avant les années 30. Là, c'était des choses qui étaient étudiées, ça, les amis. Ça, c'est tous les champs d'expertise holistique de l'invisible, c'était étudié. Mais quand ils ont décidé de faire la médecine moderne, ils ont acheté les universités puis ils ont dit, tiens, ça, on sort ça de là. Ça, on sort ça de là, on ne parle plus de ça, les voyages astrales, ces affaires-là, c'est fini. C'est du niaisage, mais ils n'ont pas arrêté de refaire les recherches. Ils ont continué les recherches pour le militaire. Il y a un Apartus, un brevet militaire, la CIA, qui est sorti il y a à peu près 2 mois. On les a cherchés. Il disait comment faire pour passer à travers un mur. Mais pas avec en étant vert puis en étant fâché puis casser le mur. Là. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées. Je comprends que la C'est substance, spécial, c'est étrange également parce qu'il y a de l'espace entre nos atomes, il y a entre... tu sais, il y a plus d'espace que de solide. Mais je voulais pas m'attarder trop là-dessus parce que c'est vraiment une question de faites vos recherches, faites vos expériences. Vous allez voir que les choses invisibles sont là. Mais c'est pas là-dessus. Je sais juste me servir de ça pour dire il y a beaucoup plus de choses qu'on peut l'imaginer dans l'invisible. D'accord? On peut ne pas s'entendre sur tout ce que je viens de dire, mais sachez que dans l'invisible, je suis convaincu que vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Là. Il y a bien plus que l'Hydro-Québec. Ben, M. Klaus Schwab, là, lui, là, si on va voir sa plateforme, là, il est très content, lui, que les Neurolinks existent. Il en fait même la promotion dans ses textes puis dans ses entrevues en plusieurs langues, s'il vous plaît. J'ai écouté une entrevue de M. Schwab qui expliquait que, premièrement, les capacités Neuralink de se brancher sur les Internets allaient se faire avec des wearables. Hein, il appelle ça comme ça. Des watch. On va être connecté à tout. Ouais. Puis il dit après ça, ça va être des petites pilules qu'on va avaler, il va y avoir des nanotech, puis après ça, ça va être des... Puis il y a déjà des communautés d'humains modifiés en Grande-Bretagne. Là, écoute, moi j'ai vu des photos, là, les amis, là, c'était... des rassemblements de ça. Tu sais, on rit des fois là, de dire comment est-ce que le monde peut être créatif là, avec... Mais là, attends un peu. Le spécial sur les théories du complot, Yannick, c'est pas tout de suite. Ça va être le 31 octobre. J'aimerais te ramener... Non, mais c'est Klaus Schwab. Non, mais je sais, mais c'est pas grave. Lui, il est pour... C'est ça que je voulais dire. Il est pour le Neurolinks. Ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit interconnecté et piratable. Il le dit carrément. Avec son ami Johan. Il dit, ben oui, parce qu'il dit, si tu ne payes pas ton bill électrique, on va te le rappeler gentiment. Puis là, tu reçois un SMS dans ta tête. Hey, tu dois 100$ à Hydro. Hey, tu dois 100$ à Hydro. Moi, je suis pour demander... Hey, tu dois 100$ à Hydro en pleine nuit. Pour demander à notre ami ici... Qu'est-ce que t'en dis, Gnac-Gnac? Gnac-Gnac. Gnac-Gnac de Mars Attack. Je tiens à remercier Kako pour cette formidable peinture faite à ma conjointe. Je pense que son cerveau est déjà piraté. Lui, voyez-vous? Et ça ici, c'est le danger. Ça va faire, la Neuralink. Le danger. Attention, Neuralink! Fait que sur cette fin humoristique, nous autres, on va poursuivre la deuxième partie. Je me suis vidé un petit rhum ici que je suggère à tout le monde. C'est du Dictador. Oh, excusez-moi, il n'y en a plus au Québec. Oh. Parce que la SAQ qui contrôle tout ça, a dit on ne fait pas assez d'argent avec ça. Ça fait que je le commande d'Alberta. Beau petit cartel. Parce qu'au Québec, notre société d'État, la SAQ, ne me permet pas de boire cet élixir. Et c'est nos voisins, en plus, l'Alberta. Ouais. Oui. Ça fait que, écoutez, moi, je tiens à remercier tous les gens qui nous ont accompagnés jusqu'ici. On continue sur Patreon, ou sinon vous allez nous voir en rediffusion dans 4-5 semaines, entièreté sur YouTube. Là, on rentre dans le croustillant, c'est ça? Oui, là, on s'en va parler du reste, mais avec un petit verre. Mais merci aux gens. N'hésitez pas à faire des commentaires, à poser vos questions, à envoyer des sujets. On espère que vous allez être là pour les spéciaux sur l'autosuffisance dans la semaine du 29 septembre. Vous allez être là avec l'aide à mourir vers le 10 octobre et le 31 octobre, notre première émission live qui discutera de toutes les théories du complot. Puis je vais essayer d'être un modérateur face à Yannick des idées du complot. Donc, encouragez-nous, s'il vous plaît, avec vos pouces, vos patentes sur YouTube, sur toutes les plateformes, sur TikTok. Et on attend de voir notre premier abonnement sur Patreon afin de pouvoir payer cet élixir. Non, c'est pas vrai. Ça coûte beaucoup plus cher que ça. On continue, deuxième heure. Merci beaucoup. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a.
fier doit se faire entendre, retrouver son air et ensemble se défendre. Le service public pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Le service public pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré.